Blockchain, crypto, NFTs, DeFi, metaverse, Web3 is literally eating the world, and community builders are the new leaders. Hi everyone, I'm Bilal El Alami, co-founder of Pirates Lab, a startup studio fully dedicated to Web3 startups. In Pirates Land, I'll give the mic to Web3 builders, founders, and investors so that we can deep dive with them into what is truly about Web3 entrepreneurship. No conventional bullshit, only creativity, rebellion, and community-driven insights. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre premier podcast en français et pour ça, je reçois la formidable Julia. Julia est une entrepreneuse passionnante parce qu'elle est mère, CEO d'une boîte dans le Web3 et ça vaut clairement le détour. Bonjour Julia, comment tu vas? Hello, ça va? Et toi? Ouais, nickel, ça me fait super plaisir d'avoir ce podcast avec toi. Depuis que je t'ai rencontré à New York, à NFT New York, c'est un peu le coup de foudre sur toi, ton associé et ton projet. Et donc du coup, j'étais assez impatient que tu nous en dises plus. Je le fais pour toi. Merci de le répéter encore une fois. Comme on a discuté un petit peu avant, l'objectif du podcast est vraiment de reprendre un petit peu ton parcours entrepreneurial, de comprendre un petit peu les différents choix qui t'ont amené où est-ce que tu es aujourd'hui. Et du coup, je te laisse un petit peu l'opportunité de te présenter avec tes mots, de nous dire où est-ce que tu as grandi et nous donner deux, trois anecdotes sympas sur ton enfance. Alors moi j'ai grandi à Lyon. J'ai fait des études de droit. J'ai arrêté en 3e année pour faire du théâtre pendant 1 an. Bon, j'ai changé beaucoup cool. dans ma vie parce que j'avais besoin de tester plein de trucs. Du coup, après ma 3e année de droit, j'ai fait 1 an de théâtre et je me suis rendu compte que j'aimais pas être sur le devant de la scène, mais j'aimais préparer, j'aimais être derrière des projets de théâtre ou d'audiovisuel et sur la partie plus scolaire et permettre à des artistes, parce que moi j'étais pas artiste, de créer des choses. Donc j'ai repris le droit, j'ai fait un master de droit fiscal et ensuite un master de droit des entreprises et du cinéma pour rester un peu dans un truc. Je voulais un environnement sympathique en restant assez professionnel. Très fun, ouais, un peu d'entertainment. C'est ça. Donc j'ai travaillé chez Gaumont. Ensuite j'ai refait une année à l'EM en management des entreprises pour avoir une partie un peu école de commerce et avoir une ligne sur mon CV. Et ensuite je suis venue à Paris et j'ai travaillé pour des boîtes de prod. Là, je me suis rendu compte que c'était compliqué quand tu avais des études d'avoir un vrai statut et de gagner de l'argent en repassant par les échelons du bas, en gros. Tu n'arrivais pas tout de suite à avoir un statut de cadre. Donc, j'ai monté une boîte de stratégie financière pour les films et en fait, je me faisais payer sur les budgets des films. Ça, j'étais mieux payée, j'avais quand même mon entreprise et en gros, j'avais des clients. Donc, les producteurs étaient mes clients. Donc, voilà. Et au bout de quelques années, je me suis dit, j'ai eu un regret de ne pas avoir passé le barreau. Du coup, je me suis inscrite en candidat libre, j'ai passé le barreau et je suis devenue avocate et j'ai gardé mes clients dans le cinéma, dans l'entertainment, musique et ensuite New Tech. Donc c'est là où j'ai commencé à avoir des clients dans la blockchain, des incubateurs de blockchain, dans la réalité augmentée. Et j'ai rencontré Thomas. Thomas Chevaux, du coup, qui est mon associé, avec qui je me suis hyper bien entendue. On avait une espèce de complémentarité dans le travail qui était incroyable. Et lui m'a fait découvrir le Web3. Donc lui qui est plus technique à la base. Lui, il était production de réalité augmentée, production un peu audiovisuelle aussi, mais très geek, avec un environnement très geek. Et il connaissait bien, il était early Bitcoin, il a eu les premiers NFT, il commençait à faire pour des artistes autour de lui des petits projets NFT, etc. Et là, on a monté une société, moi je suis restée avocate, mais on a monté une société agence pour les artistes, les marques, et pour faire de l'éducation Web3. Donc on a été voir même les organismes de gestion collective, SACD, CNC, etc. C'était un peu early, je pense. Tu vois. Bon, c'est bien maintenant, aujourd'hui, la SACEM, par exemple, qu'on avait vu, ils font des trucs NFT, donc ça prend son temps, mais au final, voilà, ça vous permet de les acculturer, de vous acculturer aussi. Ils nous ont vus, on se dit que, tu vois, on a été là un peu au début, on a rencontré plein de monde parce qu'on était là un peu au début, donc c'est ça qui est bien, on reste un peu tous, on a créé un espèce d'écosystème un peu Web3 sympa.
Et en fait, moi, je suivis aussi la légalisation du MMA et j'ai suivi une boîte de management de MMA. C'est comme ça que j'ai rencontré Cyril Gann, qui était champion du monde MMA. Et j'ai eu l'idée on avait ce nouveau truc Web3 qui permettait d'oublier les intermédiaires, et par exemple pour les fighters de MMA, d'exploiter leur IP sans avoir à passer par les grosses ligues, par exemple l'UFC, qui a leur droit IP, qui peut faire ce qu'ils veulent, mais qui ne reverse rien. Okay. Donc nous, on s'est dit, on va essayer de créer un pont, qui va leur permettre d'utiliser leur IP et d'être en direct pour le revenu share. Et du coup, on travaillait avec Ternoa, qui était la première blockchain sur laquelle on était, via notre agence Not Found Token. Et on s'est dit, avec toute la techno qu'ils ont et tout ça, on va essayer tout de suite de monter une grosse plateforme. On va permettre à tout l'écosystème MMA de créer des collectibles comme les Panini, parce qu'on dit la collection, ça existe depuis toujours. Donc l'exemple, c'était Sorare et en gros... Il y avait Monty Gazon et Sorare, mais qui n'avaient pas encore fait leur levée, qui n'étaient pas connus comme... qui n'avaient pas encore fait la jurisprudence. Et du coup, l'objectif était de refaire un jeu de fantasy, un peu comme Sorare dans le foot, au début, on mais savait là, pas trop, on se disait MMA. c'était le moment des collections NFT. Donc on se disait, on va vendre des collectibles de fighters. Et c'est grâce à Ternoa et aussi à leur vision hyper early de ce que permettaient les NFT, avec leur time capsule et tout ce à quoi ils avaient pensé. Ils étaient proof of stake tout de suite, ils étaient très futuristes dans leur façon de voir les NFT, la blockchain. On s'est dit, en fait, il va être possible d'avoir carrément tout de suite une plateforme, des collectibles, d'insérer un jeu et d'avoir une expérience utilisateur sur un portable facile, etc. pour tout le monde sans savoir que c'est du NFT. C'était vraiment notre truc de base. C'était vraiment faire un jeu, un jeu pour acculturer les gens, mais sans... Voilà. Et là, ça nous a pris, ça me prenait beaucoup de temps. Donc c'est là où je me suis omise du barreau et j'ai arrêté d'être avocat. Et on s'est dit, on va se mettre à 100% là-dessus. Derrière, Sorare a fait sa levée. On s'est dit, OK, il y a un business model. Il y a un momentum. Il y a un truc à faire, c'est le moment. Et du coup, on s'est mis à 100%. On a monté ça donc, avec Thomas. Et on a eu un premier investisseur qui nous a aidé un peu à démarrer. Et voilà, on s'est lancé dans cette aventure il y a 1 an et demi. C'est super intéressant, parce que il y avait aussi une tendance sur le MMA au niveau international et aussi en France où c'était légalisé, il y avait de plus en plus de combats. Il y a aussi toute une génération que ça intéresse aussi pas mal, c'est plutôt un bon choix. On reviendra sur le projet un petit peu plus tard, mais pour rebondir un petit peu sur ton parcours, qui est super intéressant et assez divers, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont un petit peu élevé dans ce parcours, inspiré tu vois, moi, je considère qu'on ne peut pas réussir sans avoir eu certains mentors à différentes étapes de sa vie. Qui est-ce que tu considères comme avoir été ton mentor ? Alors, je crois que j'ai eu une vraie chance, c'est que j'ai eu des parents qui ont divorcé tout de suite, mais qui avaient vraiment qui étaient dans 2 mondes très différents. Un père très entrepreneur, qui a plusieurs sociétés, qui a toujours eu beaucoup d'équipes. Ça, c'est une chance parce que j'ai jamais du coup eu peur de parler tout de suite à des gens importants. J'ai pas du tout de notion, moi, d'hiérarchie, de qui a un fonds énorme ou qui a un gros boss. Je mets tout le monde sur le même niveau, donc ça me permet le culot et de parler à tous les entrepreneurs comme si c'était des gens normaux. Et un côté plutôt artiste, qui me permet plutôt, en fait c'est très politique, mais très gaucho et un papa très de droite, très entreprise. Et du coup ça m'a permis même dans notre team, tu vois, de savoir allier un peu toutes les sensibilités, toutes les façons de voir la vie, etc. Donc ça, je pense que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, c'est que j'ai vraiment vécu dans 2 mondes différents. Et ensuite, j'ai eu... Peut-être des clients, tes premiers clients, certainement, certains... Un avocat pour qui j'avais travaillé avant de me mettre à mon compte, qui était l'avocat des artistes, qui a eu beaucoup de super affaires à son... qui a
qui a eu beaucoup de jurisprudence à son nom et qui a fait Ok. beaucoup de choses et qui m'a présenté plein de monde et qui m'a appris aussi à réfléchir. Qui a travaillé, qui a été même président du PSG. Excellent. Et du coup, qui m'a aidé aussi vachement sur le... Parce que je pense que ce qui est important dans le projet, c'est que le droit, ça m'a quand même beaucoup aidé à poser les bases, à savoir ce qu'on avait le droit de faire. Et Et c'est comment bien aussi c'était dans ce sportif. domaine de niche, tu as pu être confronté à des gens assez high level rapidement et du coup, tu as appris beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Et l'EM, ça m'a permis un truc aussi, c'est qu'ils t'apprennent vachement l'interculturalité. Ils t'apprennent vachement à parler aux gens de pays différents. Quand tu parles Ok. dans un pays asiatique, là on a des ligues au Japon, etc. Quand tu vas aux États-Unis, etc. Et du coup, ça t'apprend à parler à tout le monde. Et puis, qui nous a beaucoup aidé, on a Pascal, Pascal Gauthier, Gauthier, de le Ledger. fondateur de Ledger. ouais, qui nous a vachement aidé, qui nous donne vachement de conseils. Et Qui est un vrai entrepreneur, parce que tout le monde ne le connaît pas, mais c'est quelqu'un qui est super accessible et qui aime c'est ça, il aider. est hyper accessible en fait. bienveillant. Il n'a pas du tout la façon de se. La grosse tête. Après, il bosse beaucoup aussi, donc Et en fait, c'est facile, c'est fluide quand il t'explique quelque chose. Donc, en fait, on voit plein d'entrepreneurs différents et notre early investor aussi, Jonathan Cherki. le fondateur de Planton Square, une ouais. des plus grosses licornes françaises. C'est ça, qui nous a aussi dit, voilà, il faut pas faire, qui nous a dit les erreurs à pas faire, comment monter doucement, se concentrer, focus sur le produit. Et voilà, et en fait, on rencontre plein de monde. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est vraiment créé avec toi aussi un écosystème Web3 avec. Je pense qu'on revient, nous, on est un peu aux antipodes de ce qui se fait un peu sur la nouvelle génération, de on travaille moins, etc. Par contre, on bosse tout le temps. Ouais. Mais on est tous ensemble, on sait qu'on travaille maintenant pour créer un truc qui va arriver petit à petit, Ouais, il y a parce que un l'outil écosystème NFT constant. va se servir à plein de choses et va s'insérer dans tout. Et nous, on est vraiment au début et je pense que voilà, que ce soit Rarecube aussi, enfin tous ces projets, on s'aide. On n'a pas, je sais pas, j'ai pas un grand mentor, mais j'ai l'impression que tous autour, on s'aide vachement. Il y a un bon et- écosystème en France, clairement, qui est très bienveillant les uns envers les autres. Et du coup, je comprends un petit peu mieux comment t'en es arrivé à MetaFight. C'est un peu à l'intersection, on va dire, de ton parcours scolaire lié au droit et à la propriété intellectuelle et le secteur un peu niche dans lequel tu as évolué, qui est un peu le sport et les artistes. Mais au final, il y avait peut-être d'autres sports qui étaient à l'intersection de ces deux choses. Pourquoi le MMA? Comment vous en êtes venu au MMA? Quand on parlait du coup avec les gens que je connaissais par le travail de MMA, et donc qui ont été vraiment à l'initiative de ce lobbying pour que la légalisation en France se fasse, et qu'il y a une vraie niche aussi en France, il y a beaucoup de champions qui viennent de France, on s'est du coup intéressé vraiment au marché, et on s'est rendu compte que déjà la nouvelle génération, pourquoi adorait le MMA? Parce que c'est très court, un combat de MMA c'est 5 minutes, ou 3 minutes, ou 2 secondes s'il y a un KO. Et en fait, il y a vachement de Il y a la mèmes. surprise, ouais. Ouais. Et du coup, peut-être, c'est vachement réutilisé en contenu, par exemple sur les réseaux sociaux. Ok. C'est ce qui est plus regardé sur les réseaux sociaux au Sérieux? monde. C'est 20 milliards l'année dernière. 20 milliards de quoi? Parce De que vues on dit sur souvent que les c'est réseaux les sociaux. vidéos de chats qui sont les plus vues. Non, dans le sport. Ok. Ah, dans le sport. Après, j'ai pas fait de Ok, comparatif dans le avec sport, les dans le chats. sport. Mais en gros, tu as 20 milliards de vues de contenu MMA Ok. sur les réseaux sociaux. Ok. Ce qui représente, c'est pour faire un espèce de comparatif, c'est GP Moto, Formula One, Europa League et un autre truc de foot, je sais plus. Ok. En gros, c'est 19 milliards. Mais non. Tout ensemble. Donc en gros, vraiment, le MMA, c'est ce qui est le plus vu sur le réseau social. Et les réseaux sociaux, comme on sait que c'est les nouveaux médias Intéressant. et que c'est la nouvelle génération, voilà, on s'est dit, il y a un truc qui est en train d'émerger. Et du coup, qui suit un peu le même esprit que le NFT, c'est en train d'émerger aussi, tu vois. C'est pas hyper organisé encore, le MMA, ce qui est cool, parce que quand tu arrives dans un truc comme ça, du coup, tu arrives à choper, de parler tout de suite Ouais, au c'est gros. Donc, en voyant le marché, en voyant ce que c'était en 2016 déjà 1,4 milliard de foyers touchés directement, là où le foot, c'est 2 milliards. Et là, on a des statistiques, alors qui sont un peu floues, le MMA, parce que les grosses ligues ne donnent pas leurs chiffres. Mais en gros, voilà, on se dit que c'est 2 milliards aussi, que ça atteint 2 milliards. Sauf que la différence entre le foot et le MMA, c'est que le MMA, c'est le seul sport mondial. Ok. Tous les pays, toutes les régions du monde, pour différentes raisons, sont fans de MMA.
Mais Alors après, il que y a le 50 foot, 000 par ligues. exemple, Tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire de ligue? Je sais qu'il y a 50 000 ligues différentes. il y a plein de ligues parce qu'elles peuvent être locales, mais en gros, tu en as toujours une qui est plus prépondérante dans chaque Ok. pays. Tu as l'UFC qui est un peu le Graal aux US. Ok. Mais par exemple, tu as Bellator aussi aux US qui atteint de gros chiffres et One Championship par exemple qui arrive presque. Par exemple, sur les contenus réseaux sociaux, ils sont plus hauts que l'UFC. Ok. Donc ils ont su aussi Ouais, travailler un intéressant. peu. Et en France, c'est comment ça C'est s'appelle? Arès Ok. où tu es venu. Ok. C'était d'ailleurs super cool. Ouais. Ouais, et c'est un Vraiment tremplin. galvanisant. Et c'est un tremplin, il y a plein de fighters d'Arès qui, au bout de quelques années chez Arès, passent à l'UFC, passent à Bellator, etc., One Championship. Donc, Excellent. Bah, à l'image de Cyril Gann et comment il Francis s'appelle l'autre? Ngannou. Et Francis Ngannou. Ouais. qui hantait donc le plus gros combat au monde, donc les 2 champions du monde, Mm. et en gros ont été entraînés par la même personne, Fernand Lopez, chez Excellent. Arès. Ouais. Excellent, excellent. Et rentrons plus concrètement dans MetaFight. Du coup, on disait que c'est un jeu de fantasy MMA, mais les jeux de fantasy de MMA ont besoin d'une certaine récurrence pour pouvoir aligner les cartes et qu'il y ait des matchs et que ça joue. Du coup, C'est explique- fantasy. Justement, tu as moins besoin de réel. C'est là où c'est très fantasy. Donc toi, tu es sur la partie vraiment très fantasy ou c'est C'est-à-dire limite que de la simulation? Vas-y, C'est plus explique-nous de un la peu. simulation. En fait, tu as ton global score qui est comme on peut comparer à Sorare, ce qui est sur tes cartes, tu as un global score qui est relié à la vie réelle. Ok, Donc quand tu achètes tes collectibles, on a un partenariat avec Fight Matrix qui nous donne les données, les datas Ok. en temps et en heure. Et à chaque fois qu'une carte est mintée, c'est vraiment le global score de la vie réelle. Après, nous, c'est vraiment un peu comme un football manager, c'est-à-dire que tu es manager de gym, ok, tu as des fighters donc, que tu as achetés. Et en gros, tu vas les entraîner. Donc, tu vas avoir des cartes d'entraîneur, des cartes de gym, des cartes d'équipement. On a un partenariat avec Venom, qui est l'équipementier numéro 1 très cool. MMA. Et en gros, tu vas ajouter ton entraîneur qui est dans la vie réelle meilleur entraîneur de lutte, par exemple, et ton Ok. combattant qui, même s'il a au départ des stats qui ne sont pas très fortes en lutte, si toi tu l'entraînes sur de la lutte, il va devenir meilleur là-dessus. Ok. Et du coup, tu vas choisir des ligues et tu vas choisir des adversaires qui vont faire que, en gros, tu vas gagner parce que toi, tu as improuvé t'as augmenté ses capacités en lutte, etc. Ok, Ou tu lui as rajouté des gants pour qu'il soit meilleur au point. Et en gros, c'est vraiment du fantasy parce que tu vas devoir entraîner tes fighters pour qu'ils gagnent. ok. Et ton expérience, ce qui est important, c'est comme on a vu, on a eu plein d'expériences aussi avec des projets Web3 où il y a eu beaucoup de sous-traitance. En gros, tu filais tes NFT à des pools de gens qui jouaient pour toi, qui gagnaient de l'argent. Mm. Et en gros, pour éviter ça, nous, l'expérience, on l'a liée au profil. Ton profil, en fait, c'est un NFT non transférable. Ok, Ce qui fait que ton expérience, tu la revends pas. Ça évite aussi que tu revendes à des grosses baleines Intéressant. qui vont acheter en fait l'expérience des gens qui ont joué, comme ça, qui vont gagner tout le temps le jeu, etc. Nous, c'est vraiment ton expérience, elle est liée à ton profil, donc tu peux pas la revendre. Quand tu revends tes cartes, tu la revends comme elles étaient quand tu les as achetées. ok. Ce qui est lié au réel et qui permet quand même un peu d'appeler, pas au pari, mais tu vois, tu as envie de suivre des prospects et de te dire qu'ils vont être champions et que du coup, ça va t'apporter quelque chose. C'est qu'en gros, si un champion gagne un combat et du coup un meilleur score, gagne une ceinture par exemple, tu vas avoir la possibilité de burner ton NFT Ok. que tu avais de cette personne. Et pour une somme vraiment minime, mais juste pour pas l'avoir gratuitement, tu vas pouvoir L'upgrader? l'upgrader et avoir Ok. la nouvelle carte. Ok, trop Ce qui cool. va faire que ta supply de l'ancienne carte va baisser. Donc tu vas pouvoir aussi choisir de garder l'ancienne plutôt que de la burner. Ok. En te disant, moi je préfère garder parce qu'en 2022, je suis attaché au fait qu'ils se sont entraînés en France et puis j'achète la nouvelle, tu vois. Et en gros, tu vas avoir à chaque fois des choix à faire. Ok, très cool. Donc c'est un peu plus stratégique que Sorare qui est. C'est plus un jeu fantasy, un peu plus. Mais après, sur la partie réelle, tu as quand même envie de suivre en gros tes cartes et tes combattants Ouais, préférés. bien sûr. C'est pour ça qu'on a une troisième partie qu'on a ajoutée à notre projet, qui est le métaverse. On a déjà broadcasté depuis mai des combats en réel dans le métaverse, avec Ares ou avec Brave, qui est la plus grosse ligue au Moyen-Orient. Et en fait, pourquoi le projet est vraiment 360? Parce qu'en fait, par exemple, tu achètes donc sur ton marché premier des cartes dans des packs. Donc tu sais pas qui tu vas avoir. Ça permet que tous les fighters aient le même revenu sur le premier marché. Ok. Un champion, tu vois, Cyril Gann, tu vas vouloir l'acheter, mais en fait, tu vas peut-être avoir un prospect. Ton prospect en Afrique, il va gagner le même montant que si tu avais acheté au départ un Cyril Gann.
Tu vas suivre donc un prospect d'un pays que tu connais pas. Donc, tu vas avoir cette carte, tu vas t'intéresser à ces combats. Et du coup, dans notre métaverse, nous, on veut vraiment agréger toutes les ligues et tout l'écosystème MMA. Et tu as des rooms différentes et tu vas aller te balader avec tes NFT pay-per-view pour aller voir les combats en réel. Ok. Du coup, ça permet en fait de mondialiser toutes ces ligues MMA. Et du coup, tu n'as plus le problème de c'est une fois par mois, par exemple l'UFC, etc. cool. Parce qu'en fait, du coup, tous les 2 jours, tu vas avoir des combats. Parce que si tu choisis Ok. d'aller voir Brave ou Combatté Global ou d'autres, en gros, tu vas juste choisir tes rooms et suivre en plus tes cartes. En disant, moi j'ai intérêt à voir si ce combattant allemand, il va pas gagner une ceinture. Et du coup, je vais pouvoir burner ma carte parce que je vais avoir 2 minutes pour la burner, etc. Ok, très intéressant. Quel genre de considération vous avez sur la partie un peu réglementaire? Tu sais que Sora ont pas mal de sujets là-dessus. C'est quoi ton point de vue? C'est que tout se construit. Donc moi, notre point de vue, c'est vraiment, on a anticipé plein de choses. En tant qu'avocat, on a anticipé, par exemple, la TVA. On a anticipé MICA, enfin, tu vois, toutes les Ouais. réglementations que tu as à faire. On parle avec les organismes publics Ok. aussi, en les aidant à mettre en place une espèce de régulation qui va nous permettre d'avancer librement. En fait, une fois qu'on Bien a sûr. un cadre, après, on est plus tranquille. Donc, en gros, on essaye d'être le plus compatible à tout ce qui existe déjà, à l'existant, pour montrer patte blanche, en gros, et essayer de faire... Eux, ils ont intérêt à ce que nos projets réussissent aussi, parce que ça fait... c'est intéressant pour la France d'avoir des projets qui réussissent sur les nouvelles technologies dans le monde. Donc, je pense qu'ils ont intérêt à Ok. écouter ce qui se fait. Et comment marche votre système de reward? Quel est l'incentive dans le jeu? Nous, en fait, on va avoir à chaque fois 50 ligues à peu près. Random, ça c'est pour éviter les bots. Tu ne Ok. sais pas quelles vont être les conditions d'entrée dans les ligues. Ok. Et donc en gros, tu dois être une femme heavyweight qui a combattu dans les 3 derniers mois, etc. Donc tu as des conditions d'entrée, toi tu as tes cartes, tu choisis celles qui peuvent entrer dans ces ligues. Ok. Et en fonction des ligues, tu as des ligues instantanées où les rewards sont un peu plus petits, par exemple. C'est toujours par classement, il faut que tu Ok. sois dans le premier dans le classement. Et après, tu vas avoir des ligues longues de 7 jours, par exemple, et là, tes rewards vont être beaucoup plus gros. Donc là, tu vas mettre les gens entraînés plutôt. Ok. Alors que les instantanés, tu vas mettre tes cartes, mais tu n'as pas besoin de rajouter des cartes entraîneurs, etc. Ok. Donc, en gros, dans ces ligues-là, ça va être des accès à des expériences, à l'achat, par exemple, de cartes pour des expériences fans dans le réel, à avoir du matériel de combat, à avoir des rencontres, des entraînements, des rewards de NFT, des rewards crypto. Ok. Et après, tu as trois types de ligues. Tu as les ligues aussi des ligues réelles. Donc, par exemple, Brave, qui va avoir sa ligue. Donc, seuls les combattants qui combattent effectivement chez Brave pourront rentrer dans ces ligues. Ok. Et là, tu vas avoir des rewards qui sont associés à Brave. Soit c'est tout le Middle East, donc soit un voyage à tel moment dans tel pays pour Ok. voir tel combat. Ah, il y a des trucs un peu off-chain aussi. Ah, il y en a beaucoup, Ok. l'expérience fan et tout. Nous, il va y avoir beaucoup Ok. de reliés à la vie réelle. Très cool. Et après, tu as la troisième ligue, c'est les ligues sponsorisées. Par exemple, par Venom, tu as une ligue Venom, et en fait, les rewards ils vont être liés à la marque. Donc, tu vas avoir soit des vêtements, tu vas avoir des visites, etc. Ok, charmant. liés aux marques. Très très cool, très très cool. Je comprends un peu mieux l'étendue de la vision. Est-ce que tu as des chiffres à date à nous partager sur votre communauté ou votre roadmap globalement, vous en êtes où? Alors, nous, on a fait un premier proto-fight qui avait été un test du jeu quand on était chez Terre Noire encore là, donc on n'a pas dit, mais en gros, on a migré sur Immutable X. Ok, Encore une fois, c'est vraiment la vision Terre Noire qui nous a permis de créer ce qu'on a pu créer aujourd'hui. La seule raison pour laquelle on est allé chez Immutable X, c'est vraiment pour l'attraction internationale et parce que c'est le numéro 1 gaming ouais, qu'on avait intérêt à bouger de blockchain. On a fait donc le proto-fight, on a whitelisté des gens qui ont pu tester, qui ont pu builder avec nous. On a vraiment fait le truc Web3, qui ont pu builder avec nous le jeu. On a eu 4000 feedbacks en un mois, on a eu cool. 372 personnes sur 400 qui jouaient tous les jours 17 minutes en moyenne. C'était Wow. fou. Ça nous a permis aussi de savoir qu'il fallait qu'on ferme les gyms. C'est-à-dire, comme c'est lié à ton profil, tu vas être obligé de fermer ta gym au moins 6 heures. Parce que sinon, en fait, les mecs se plaignaient de toutes les 3 heures avoir à mettre un réveil Ok. pour pas perdre de place dans le classement. tu vois. ok, Donc voilà, et on avait vendu un peu en private sale à cette communauté des cartes. On a vendu pour $100 000, je le dis en dollars parce que ça a tellement bougé que
au moins, voilà, ça donne un chiffre de cartes. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a migré. Donc, ils ont dû migrer tous leurs NFT. Et je crois que 99,8% des personnes ont migré, ont bridgé en fait tous leurs NFT vers Immutable League. Donc, on voit qu'ils sont encore bien présents. Sur Discord, on avait vraiment une communauté. On a toujours une super communauté qui est hyper active. Il faut qu'on la gère parce que tu vois que dès que t'es pas là pendant 2 semaines, en fait, ça redescend, alors que les gens parlaient tous les jours. Donc, tu vois, ça s'entretient de manière très active. On a relancé le Discord. Et donc là, vous avez migré. Quand est-ce que vous prévoyez de sortir la nouvelle version sur Immutable? Là, on a permis de bridger. Donc, on a permis en gros à ceux qui avaient, pour permettre un peu aux anciens d'être là en premier, eux, ils peuvent vendre leur NFT déjà. Donc, ça, on a ouvert en gros la marketplace. Mais pour ceux qui avaient déjà acheté des NFT, d'ici, alors dans le mois de janvier, on va sortir la marketplace et le jeu en même temps. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que c'est une alpha qu'on ouvre publiquement. Et en gros, on va ajouter des nouvelles features tous les 15 jours. Ok. Et il y a une feature que tu peux citer ou c'est encore... Là, pour l'instant, c'est vraiment... on va ajouter, tu sais, des émotions, par exemple. On va ajouter pendant tes combats les commentaires. Tu vas pouvoir voir en réel ce qui s'est passé. Avant, c'était vraiment comme ça, un trading card game. Ouais, en fait, c'était un trading card game. Donc, il faut vraiment penser... C'est pas un jeu vidéo avec une manette. Tu poses tes cartes, tu as un algorithme. La façon dont tu as entraîné, ça permet d'augmenter tes chances, etc. Mais en gros, petit à petit, on va ajouter que tu vois ce qui se passe. Parce que pendant les 3 ou 5 rounds, il faut que tu vois ce qui se passe. Donc, tu vas voir ce qui se passe. Et après, il faut que tu vois vraiment avec l'équipe technique. Donc, ça, tu l'enlèveras. On cuttera, on fera une mini-interview avec Thomas. Il faut que je fasse un update de toutes les dernières features. Mais en fait, ils en inventent tous les jours. Ouais, ils sont vraiment... Comme en fait, on a un game designer qui est complètement... Enfin, on en a 4 maintenant. Mais c'est des vrais, ils viennent vraiment du jeu vidéo. Donc en fait, ils ont vraiment pris les meilleures features de jeux mobiles, de jeux vidéo traditionnels, de jeux Web3, etc. Donc on a plein de trucs hyper stimulants qui arrivent. Mais en fait, chaque jour, ils en ont des nouveaux. Ok. Revenons un petit peu sur, peut-être rapidement, c'est quoi votre prochain gros événement? Est-ce que pour le prochain combat Ares, vous faites quelque chose de spécial? Les prochains, vraiment là, on signe les ligues, là, notre gros truc. D'ailleurs, vas-y, donne-nous quelques chiffres, les chiffres sur les ligues et les joueurs, parce que c'était un autre truc qui m'avait vraiment impressionné quand je vous avais rencontré, c'est que vous êtes des machines à signer des combattants. Mais parce qu'on était le seul, en fait, c'était bien, mais parce que comme on était seul et qu'ils n'étaient pas encore demandés par tous ces projets-là, on faisait de l'Instagram. On a commencé avec l'Instagram, vraiment, et pour avoir les plus gros, on a des fighters qui sont suivis par 4 millions de personnes, 5 millions de personnes. Énorme. Et en fait, tu leur parlais sur Insta, et les mecs te répondaient, et peut-être que le fait d'être une nana aussi, ça fait que c'est vachement... Mais même pour les nanas, hein, c'est pas un truc de drague, mais en fait, ils ont moins peur quand t'as une nana déjà qui vient leur parler. Et ils ont compris que le truc était très fair, très simple, qu'on n'utilisait pas leur IP, on leur demande juste la validation sur une carte, sur une photo, mais en gros, on ne va pas utiliser sans leur validation à chaque fois. Ok, je vois. Donc, ils étaient assez contents de ça. Et en gros, on a commencé avec des managers. On avait Cyril Gann aussi au départ, donc ça aide parce que du coup, tu vois, ils se sentent en confiance. Et maintenant, en fait, les managers se sont parlé. Et comme maintenant, on signe des deals avec les ligues directement, tu sais, les ligues, elles sont reliées à tous les managements. Il y a même des pays où c'est les ligues qui détiennent les management compagnies. Donc, en gros, en échange de tout ce que tu leur apportes, le broadcast, etc., en fait, ils t'amènent leurs fighters. Donc, c'est vrai que ça va de plus en plus vite. Au départ, tu le faisais fighter par fighter. Et maintenant, ça va plus vite. Mais on tient quand même à chaque fois à ce que les fighters, on ne signe pas trop de deals globaux, enfin, on les signe, mais derrière, on va quand même faire de l'éducation à chaque fois aux fighters. On veut qu'ils comprennent dans quoi ils mettent les pieds, quoi. Excellent. Et du coup, là, vous en avez signé à peu près combien en 2022, par exemple, vous en avez signé combien? Là, on en a à peu près 1000. Ok. Mais il y a une partie encore. Le problème, c'est les photos. On en a en gros 500 avec ces photos et les cartes. Et après, il faut qu'on envoie le photographe de partout. C'est pour ça aussi qu'on a levé des fonds. Et vous existez depuis quoi? Un an et demi? 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Donc vous avez signé 500 gars en 1 an et demi. On a signé 200 gars les premiers 6 mois. Et après, énorme. Ça a été beaucoup plus vite. Ok, énorme. Trop impressionnant.
All right. Retournons un petit peu sur toi, mais parlons un peu plus de l'entrepreneuse qui est derrière toi. Euh, Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu as trouvé dur en arrivant dans le Web3. Est-ce qu'il y a eu des ressources qui t'ont aidé à mieux comprendre cet univers? Je comprends que c'est globalement Thomas qui t'a drainé là-dedans. À part lui, quels sont les trucs qui Après, t'ont j'avais aussi excité? le truc de clients à vendre dans la blockchain qui Ouais, fait que je m'étais quand même intéressée à ok. ce que permettait la blockchain en tant que telle. Après, je me suis vraiment dit pour comprendre, c'est en gros, j'ai écrit des articles quand j'étais avocate là-dessus. Ça m'a aidé parce qu'en Mm. fait, pour apprendre à chaque fois, j'ai toujours préféré trouver seule enfin, me poser des questions et trouver les Bien sûr. réponses pour retenir. J'ai jamais sorti ces articles. Sérieux? Moi, Non, j'ai fait la même chose exactement, et je les ai publiés par contre. je les ai jamais publiés. Mais en gros, c'est ce qui m'a permis de faire ce travail, c'est ce qui m'a permis de comprendre vraiment. Je me suis dit, pour comprendre le NFT, le plus simple, c'est vraiment quel est ton domaine. En fait, quand tu expliques les NFT aux gens, c'est vraiment, toi, tu viens de l'immobilier, bon, bah, je vais t'expliquer dans l'immobilier à quoi sert cet Ouais, outil. tout à fait. Ouais. Mais vraiment comprendre que c'est un outil, le truc Terre Noire, c'est pas mal parce que la capsule, ça te permet de comprendre aussi. En gros, c'est une capsule, tu mets ce que tu veux dedans et le NFT va prendre en gros la teinte de ce que tu as Capsule mis dedans. temporelle, mais virtuelle. C'est ça. Et tu mets et du coup en gros bah, ça m'a permis de comprendre le fait de travailler avec Terre Noire aussi parce que du coup j'ai dû apprendre très vite pourquoi ce que ça voulait dire Mm. de miner, de pas miner, tu vois, proof of work, proof of stake, etc. Et le fait de proposer des projets, au départ on avait créé des projets pour le cinéma, pour la musique, pour le vin, Ok. il y a 2 ans. Donc en fait le fait de te mettre dans chaque domaine et de te dire ok là en quoi l'outil NFT va tout changer, ça m'a permis de comprendre. Et aujourd'hui, quand je vois des projets sortir, bah, comme je m'y suis intéressée, bah, de comprendre en quoi ça allait être disruptif. Trop cool. Donc, tu décrirais ta learning curve de plutôt organique. Ouais, tu suis aussi, tu sais, LinkedIn, Insta, en fait, à Ouais. force de suivre, T'as du ça te contenu qui donne, en vient fait, tous les tous les jours, matins, bien ça te sûr. donne du contenu, le fait d'avoir les Bah, sur premiers. Insta, c'est quoi, qu'est-ce que tu suis comme compte? Est-ce qu'il y a un compte qui te... Non, je suis les NFT France, après, tu suis les Gary Vee, Ouais, il est fun. Lui. qui est fun en plus. GM Money, enfin tu vois tous les artistes NFT ou Ouais, les comptes. Alors après tu t'abonnes, je sais même plus comment ils s'appellent, mais ouais, tous évidemment. les comptes qui te donnent les grosses infos et derrière tu vas chercher pourquoi, comment. Ok. Et il y a des Euh, ressources qui t'ont vraiment permis de step up, que tu regardes régulièrement? Franchement, en fait, je passe tellement vite d'un truc à un autre, Ouais, d'un article à un autre. Je clique sur LinkedIn en fait sur les articles, je t'avoue. ok. Et Et t'es plus LinkedIn ou Twitter? LinkedIn. Ok. Je me mets à Twitter là. Mais en fait, ça me fait plus marrer Twitter parce que j'aime les punchlines, tu vois. Ouais, Twitter. Donc je me mets sur les tendances du moment et je regarde, tu vois. Mais Twitter, peut-être plus, je regarde les infos MMA générales, pas sur les fighters. ok, Instagram, c'est vraiment fighter par fighter. Ça me ok. donne un peu ce qui se passe, fighter et ligue par ligue. Et LinkedIn, c'est vraiment pour la partie NFT, crypto. Je suis, je sais pas, le jour, par exemple, dans le luxe, à un moment, on faisait pas mal de projets pour des marques de luxe. Et en gros, je suivais le journal du luxe qui se mettait vachement à ça, au NFT. NFT Morning aussi, j'écoutais les émissions, les podcasts de NFT Morning. Très français en fait. Et puis on a commencé à faire des articles, nous, MetaFight, sur des supports internationaux. Donc j'ai commencé aussi à lire des articles sur d'autres liens. Euh, Je suis pas très podcast. Il faut que je me mette au podcast parce que je me J'ai rends cru compte que comprendre. ça te donne. Mais non, mais c'est tellement exceptionnel en plus, tu vois, ça te donne du contenu, t'as juste à te le mettre dans les Moi, oreilles. aujourd'hui, je me suis mis au livre audio. Oui, mais c'est ça, le livre audio. Ça, vraiment, je pense qu'il faut s'y mettre. All right. T'as BFM aussi, c'est pas mal pour la crypto. Ouais, BFM Crypto, c'est Ouais. sympa leurs petites émissions qu'ils ont lancées. Et mais ne dérivons pas trop, revenons sur l'entrepreneur que tu es. Euh, est-ce que
Bon, avant MetaFight, tu avais déjà été entrepreneur, donc tu avais géré les projets, l'idée des projets, le côté business, le côté un peu admin. Mais si on reprend dans MetaFight, dans le Web3, le fait d'être entrepreneur dans le Web3, et peut-être que tu n'étais pas mère avant, et que tu étais plutôt mère assez. Tu es devenue mère lors des 18 derniers mois, je ne sais pas exactement. Mais, Ça fait un petit moment quand même. ça fait un petit moment. J'en ai 2, donc déjà ça fait au moins, tu vois, le premier à 4 ans, donc ça fait au moins 5 ans. Déjà, Ok, je suis là-dedans. Bon, on y reviendra. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais différemment Non, je crois qu'à chaque fois, franchement, tu prends des expériences de tout. Le fait d'avoir monté une boîte dans le ciné. Non, mais très certainement, bien sûr, on regrette. Enfin, j'espère qu'on regrette pas. Dans le Web3, tu veux dire quand je suis rentrée, la façon Non, dont mais je suis rentrée dans le Web3 là, par exemple, est-ce qu'il y aurait une ressource que tu as découverte il y a 2 semaines que tu aurais aimé avoir la première semaine, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait que dans le Web3 qui n'est pas très commun par rapport au Web2, entre guillemets, ou à un exercice dans le droit? Franchement, je pense que le fait Non, pas d'avoir. spécialement. Non, parce que le fait d'avoir à Tu vois, chaque le fois recrutement, cherché. moi, si on me demandait, je dirais, tu vois, le recrutement, j'ai peut-être pris trop ça à la légère au début. Tu as aussi, tu te sens pas trop légitime au début. Je m'appuyais beaucoup sur des mentors, mais a posteriori, tu vois, je me dis, bah, il y a plein de trucs que j'aurais pas trop dû écouter et que j'aurais juste pu sentir mon gut feeling. Mais je crois que ça, c'est les expériences d'être un peu plus âgé. Tu vois, il y a des trucs, moi je bosse qu'avec des plus jeunes. Mm. Mais en fait, ça m'a permis les autres expériences et le fait d'avoir été avocate avec mon cabinet ou entrepreneur avant, c'est que j'ai pas trop eu ce truc de suivre. Tu vois, je le fais un peu au feeling et pour Ouais. l'instant, comme on le fait avec Thomas beaucoup et qu'en fait, on a tout de suite une super équipe de gens qu'on connaissait avant qui sont intégrés et qu'on leur laisse chacun être vachement indépendant et autonome. Il n'y a pas trop eu de raté parce que comme on a vraiment des joyaux, tu vois, Ok. sur chaque département chacun fait comme il a l'habitude de faire, avec son expérience, on rentre pas trop sur les plates-bandes des autres. Du coup, pour l'instant, le recrutement, on n'a pas de problème. Ça s'est super bien passé parce qu'on l'a fait doucement aussi. En fait, le fait de ne pas avoir eu d'argent au début et de l'avoir fait un peu comme ça, genre on donne tout et on essaie, tu prends les bonnes décisions. Parce que quand tu n'as pas d'argent et que tu peux pas le foutre en l'air en recrutant plein de monde, etc., chaque poste que tu prends, en gros, tu réfléchis. Et je pense que là, on n'a pas eu trop de... Que ce soit sur le Web3, la levée, à part la levée, je pense que... On me disait la levée de fonds, c'est hyper dur, mais je me rendais pas compte à quel point, tu vois, émotionnellement et mentalement. Là-dessus, j'aurais aimé avoir des conseils, être accompagnée. Ouais, c'est vrai que c'est un milestone important, la levée de fonds. Hein. Ouais, et ça influe sur ton truc, sur ton produit en plus, parce que quand il passe trop de temps, parce que tu as mal démarré, bah, tu te rends compte que ça influe pas que sur ton mental, mais sur le moral des troupes. Comme je dis, tu sais quand est-ce que ça commence, mais tu sais jamais quand est-ce que ça se termine, une levée de fonds. Donc, et t'as l'impression que toi t'es nul en plus, parce que t'as l'impression que les gens le font. C'est comme Instagram, tu vois, t'as l'impression que les gens font leur levée en 2 minutes. Ouais. Et que toi, en fait, ça prend un temps, qu'à un moment c'était bon, et puis c'est plus bon, et puis à chaque fois t'as une baisse de morale. T'as le temps aussi d'avoir des enfants, etc. C'est-à-dire que ton esprit, il est quand même vachement là-dedans. Donc en fait, c'est dur de déconnecter. Et du coup, tu t'en veux aussi de pas déconnecter. Donc la levée, ouais, j'aurais aimé être plus accompagnée. On n'a quand même pas eu de chance avec au moment de commencer la levée, Talbir, ensuite FTX. Ouais. Ça aide pas, tu vois. Le contexte aide pas. Après, encore une fois, je le ferai pas différemment. Parce que le fait de s'être planté, ça nous a appris plein de trucs. Qu'en fait, c'est un mal pour un bien. Je pense qu'il faut vraiment y croire quand t'es entrepreneur, ça te permet de tenir. C'est dire à chaque fois qu'il arrive un truc mal, c'est pas grave parce que nous, le fait de ne pas avoir fait cette première levée comme elle devait se faire, traditionnellement en gros, mais à l'ancienne, avec des investisseurs en face un peu à l'ancienne, et ben ça nous a permis de d'avoir des investissements perso, de gens super qui nous amènent vraiment le côté business angel, c'est hyper important en fait. Non, clairement. Et pour que les gens se sentent business angel, il faut qu'ils mettent leur argent. Bien sûr. Un fonds VC et pas trop dans l'accompagnement, ils n'ont pas trop le temps, c'est ça la vérité. Les business angels sont beaucoup plus bienveillants, c'est leur argent personnel, c'est pas... ce côté mentor, ils ont envie de t'aider en fait. Exactement. Et de t'apprendre plein de choses. Exactement. Donc finalement, bah, voilà, ça nous a fait perdre un peu de temps, mais ça nous en a fait gagner et ça nous a fait
continuer comme on avait commencé avec nos valeurs et avec des gens qu'on avait vraiment envie avec nous. Donc, Excellent. On va finir un petit peu sur la mère que tu es. Là, tu as mentionné tes deux enfants. Raconte-nous un petit peu comment tu fais pour avoir deux enfants et gérer une boîte de 20 employés. euh, comme je t'ai dit, le truc de hiérarchie, enfin pas de hiérarchie, justement de comment tu dis, horizontal, de management horizontal, Ouais, enfin, tu vois, sans hiérarchie, ça aide vachement. Parce que si toi, tu peux pas, t'as des enfants malades et que tu peux pas gérer deux calls, t'as toujours quelqu'un qui va pouvoir les gérer pour toi. ok. Et ta confiance, ça sera pas fait de la même manière. Je pense qu'il faut lâcher aussi ce truc. Moi, j'étais très contrôle freak avant, mais c'est pas grave si c'est pas fait de la même manière, tu vois. Et, euh, et du coup, je pense que faut vraiment donner du matin au soir. Mais par contre, quand tu rentres le soir, il faut déconnecter. Ouais. Donc j'essaie d'être C'est quand ton même. petit jardin secret aussi de déconnexion. C'est ça, et de poser ton portable, ce qui est très dur. Mais en gros, lâcher et de Qui les emmène rentrer. à l'école le matin Moi, j'emmène mon fils. Comment vous équilibrez avec ton mari On fait. Moi, j'emmène mon fils, mon mari emmène ma fille à la crèche. Ok, Parce que moi, j'ai décidé de plus avoir de voiture, donc je fais le plus près. ok, Et mon mari, qui a une voiture, du coup, emmène ma fille à la crèche, c'est un peu plus loin. On a de la chance aussi, c'est qu'on a une nounou qui va les chercher. ok. Donc tout le monde ne peut pas ça aussi et que ça m'évite de la laisser à la crèche jusqu'à 6h30. Euh, et en gros, j'ai décidé depuis 2 mois de prendre mon fils le mercredi. Ok. Parce que le mercredi, enfin il me reprochait de ne pas aller le chercher à l'école, d'être venu une fois l'année dernière, le chercher à Ok. l'école. Et donc ça m'a fait beaucoup de mal et je me suis rendu compte que voilà, il fallait. C'était maintenant, en gros, tu sais pas trop ce qui va se passer après, donc c'est maintenant qu'il faut être présent. Donc en gros, je prends le mercredi mon fils, je l'emmène au tennis et je travaille d'où il est, tu vois, de Ok. son tennis. Et en plus, on a quand même des facilités à bosser avec nos Bien portables. sûr. Je sais juste que le mercredi, je prends juste les calls, que j'ai pas de boulot à faire, de contrat ou de choses à faire à l'écrit. Ok. J'envoie mes mails et je fais que des calls, donc je sais, et je suis pas au bureau. Donc tout le monde sait que le mercredi, je suis pas au bureau. Donc ça passe bien sûr par une bonne organisation. Mais Qui c'est rentre les le gens, premier hein. le soir chez vous? C'est moi. C'est toi? Ouais. Ok. Je rentre tous les soirs, je veux qu'ils me voient le soir. Après, je ressors le jeudi, c'est le soir où je peux travailler, où je peux faire ce que je veux. Ok. Mais en gros, sinon, je rentre tous les soirs. Faut que je les couche. Et Au tu les moins. couches, On dit ok. que ce qui m'a sauvé, c'est d'entendre 15 minutes de qualité avec tes enfants. C'est aussi important que de passer des heures et des heures. Donc, Évidemment. c'est juste que je pose mon portable et qu'ils Et, me et, regardent pendant. et à quel point t'es en mode machine de guerre? Est-ce que tu les couches, tu retournes travailler, tu te réveilles un petit peu avant, tu travaille fais pas deux, le trois matin. trucs le matin, tu fais rien le matin? Non, le matin, c'est eux. Ok. Déjà, c'est tôt, hein. Attends, faut se lever à 7h avec Ouais, les j'imagine. enfants. Les habiller, les emmener à Ça l'école, prend du etc. temps tout ça? C'est hyper long. Non, après, j'enchaîne tout de suite. Donc, en gros, je le pose à l'école. J'ai Thomas dans la seconde sur mes AirPods. Donc, Ok. sur le trajet, j'ai Thomas. On fait un point tous les matins. Ok. Ensuite, je bosse toute la journée. J'ai eu beaucoup de siestes ces derniers temps parce que je Ok. tenais plus. Parce que dès que tu C'est as des intense, réveils ouais. la nuit ou un enfant malade ou un truc, tu tiens pas la journée. Et il y a eu aussi, je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi je connaissais pas les voyages. Tu vois, j'étais avocate française en Paris. Mm. Mais le décalage horaire, ça te tue. Ouais. Donc j'ai eu beaucoup de siestes sur ce canapé, qui est derrière. Mais avec les équipes qui bossent autour, ce qui est très drôle, c'est que des fois il y a 15 personnes là. C'est très bonne Et ambiance que chez t'as vous. moi, et alors qu'il y a une chambre là-bas, tu vois, t'as moi qui dort sur le canapé au milieu. Donc j'ai fait ça m'a sauvé la sieste de l'après-midi. Ok. Ouais, c'est assez Ça recommande. stratégique. Moi, je m'en fais des fois des 45 minutes, des power naps, comme ils Il faut disent. surtout que tu te réveilles en fait. C'est ça qui est dur. Et en fait, le soir à 7h, je rentre, je les couche et ça m'arrive souvent de rebosser après le soir. Et aussi, comme on bosse avec l'international, j'ai souvent des calls le soir. Finissons un peu sur ce côté peut-être femme dans la tech et dans le Web3. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les femmes que tu as, enfin, je vais pas dire envie d'inspirer, mais comment t'inciterais les femmes à prendre plus d'initiatives? Moi, j'ai jamais eu ce truc de féminisme au départ. Mm. Tu vois, en me disant, bah attends, ça, je comprenais pas, tu vois, je dis si t'as envie de faire un truc. Bon, déjà, chacun ses capacités. T'as des gens qui sont quand même plus. Moi,
grâce au divorce, tu vois, de mes parents et 2 parents différents qui fait que j'ai eu les capacités de parler à tout le monde. Mais vraiment, en fait, il faut avoir peur de personne, vraiment, vraiment. Si tu as envie de parler à quelqu'un, on a LinkedIn par exemple qui est un outil incroyable. C'est comme si, tu sais, tu avais les annuaires à l'époque, tu pouvais acheter des annuaires de boss et tu pouvais leur parler en direct. LinkedIn, c'est quand même fou. C'est-à-dire que tu peux parler à n'importe qui. Tu as envie de te faire inspirer par n'importe qui. Tu peux, là, des fois, j'écris à des mecs à Singapour. Jamais j'aurais pensé bosser avec des mecs qui étaient à Singapour, tu vois. Tu peux parler à n'importe qui. Donc ça, déjà, il faut le faire. Oser. Oser. Ask for Le help. culot, c'est vraiment le... Mais en fait, oui, bah, tu sais, t'as le culot évidemment, mais de l'autre côté, j'ai envie de dire, tout le monde aime donner son avis, et 9 personnes sur 10 sont quand même plutôt bienveillantes. Et donc en fait, on perd rien à envoyer un message. C'est 9 ça, fois non. sur 10, les gens répondent. Donc, Mais il faut toujours garder ce que tu avais comme première intuition. Et le truc de femme, alors on dit que c'est pas mieux, dans le Web3 c'est mieux parce que tu sais pas qui est derrière, etc. Bon, c'est pas vrai, c'est dans le Web3, tu as quand même les chemins traditionnels. Moi, c'est pour ça que je disais que j'étais pas féministe, mais je m'en suis pris 2-3 quand même. Bon, déjà, en tant qu'avocat, j'ai eu ressenti 2-3 remarques misogynes ou autres. Là, pareil, pendant la levée de fonds, tu sens quand même que tu as envie de rester en France, mais en fait, vraiment, tu as un truc en France, tu vois, d'investisseurs français, un peu à l'ancienne, de banque d'affaires, qui peuvent te faire 2-3 réflexions quand tu n'es pas d'accord. Donc, juste oser. Tu sais, le truc des femmes, et qu'on a toutes, comment ça s'appelle ce syndrome de... syndrome de l'imposteur, ouais. Ouais, même Après, les garçons l'ont. Oui, mais les filles, elles l'ont vachement plus. Il paraît, j'ai vu ça il y a pas longtemps, c'est qu'un truc, c'est un truc féminin, vraiment, presque 80% des femmes ont ce truc de toute façon. Ok. Moi, franchement, je sais pas mal de trucs en Web3, mais tu vois, j'ai jamais honte de dire, ah, mais ça, je comprends pas, je suis pas assez tech, ou... En fait, il faut vraiment se faire confiance sur ce que tu es capable de faire, peu importe si ça ne correspond pas au code de ce que les gens qui réussissent font, tu vois. À chaque fois que tu entends des gens qui ont réussi, c'est vraiment moi, j'arrivais pas à rentrer dans le moule, etc. Donc, le fait de ne pas savoir, vaut mieux être honnête, dire je sais pas, mais moi, je suis très forte à ça, oser parler aux gens, je sais pas, oser... En fait, les idées, voilà, en tant qu'avocat aussi, à suivre des projets, tu apprends ça, les idées... C'est cool, mais ça sert pas à grand chose. Par contre, tu te mets à 100% dans un truc, tu es résilient, normalement ça marche. Exactement. Donc je pense vraiment que ça. Donc osez et soyez résiliente. Pas trop changer aussi la vie. Enfin, évoluer dans ton projet parce que ça va très vite le Web3. Donc tu es obligé de changer un peu des fois de stratégie. Mais quand tu as un bon projet, il faut te tenir. C'est pas grave si ça va pas tout de suite, quoi. Ah non, mais ça va rarement bien tout de suite. On passe souvent par des ascenseurs émotionnels et ça fait partie du game. Et peut-être que ça y réussira pas, tu vois, à la fin, toi, comme moi, comme plein, mais en fait, déjà, ce qui est cool, c'est qu'on est beaucoup moins, tu vois, et que les vrais... on a été résilients, et je trouve que du coup, on a un petit microcosme là qui reste. Et... Ouais, à force du temps, tu reconnais voilà, les personnes qui sont fiables, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des initiatives, je ne veux pas faire le féministe ou quoi que ce soit, mais en fait, au contraire, j'ai vraiment envie de donner plus d'initiatives ou d'essayer d'aider le plus que je peux. Est-ce qu'il y a des initiatives autour des femmes dans la tech ou du Web3 auxquelles tu participes et que tu aimerais que les gens qui nous écoutent... Moi, je m'inscris au groupe, tu vois, je suis les groupes. Après, ce qui est bien, c'est que tu as plein de groupes qui ne sont pas que avec des femmes. Women in Web3, par exemple. Ou Pirates aussi, qui donne la parole. Alors c'est bien pour cette partie, je pense, charge mentale, même si on l'a beaucoup entendu, mais c'est vrai que du coup, quand tu es une femme et que tu as une vie de famille aussi, tu as beaucoup de trucs en plus d'une levée. Tu n'as pas juste une levée à gérer, en fait, tu vois, ou une entreprise à gérer. Tu as aussi plein de trucs. Donc pour le faire comprendre et peut-être combler ou compléter, qu'on comprenne qu'on a besoin peut-être de plus... Pas de plus d'aide, mais de plus de patience en face, ou tu vois, de compréhension de ce qu'est une femme et comment on peut avancer. C'est bien. Après, moi, je sais pas, je me sens vraiment. Alors peut-être le Web3, ça fera plus ça, mais je me sens vraiment comme un électron libre, comme un homme, une femme, un humain, quoi. Mais j'ai pas trop ce truc de. On a plein de trucs simples aussi. Le fait d'être une femme, on t'écoute au départ. Alors, on en a vite ras le bol de toi, parce que tu as soit la voix, soit tu es hystérique, soit etc. Mais au départ, pour l'entrée, c'est cool d'être une femme, tu vois.
Après, pour le long terme, peut-être que c'est un peu plus dur. Donc il faut peut-être être plus patient là-dessus. Ouais, bah, je suis d'accord qu'il ne devrait pas y avoir de différence et que dans les faits, quand euh, quand on s'est mêlé à la masse, il y a cette, bah, il y a plus d'hommes et de femmes. Après, voilà, factuellement, moi je voulais revenir là-dessus, parce que voilà, il n'y a pas tant de femmes dans l'écosystème Web3, et je Il y en pense a quand même que plein maintenant, hein. il y en a de plus en plus. Il y en a de Quand plus je en te dis qu'il y en a plus, plein qui et sont il en partis faut et de qu'on est plus en peu à être plus. restés, Mm. finalement, les femmes, elles sont restées aussi. Donc Ouais, c'est finalement, vrai je qu'il y pense a que ça plus a, de femmes ça a qui ont commencé, équilibré. qui sont restées. Ouais, ok, bah si t'estimes que c'est équilibré, tant Peut-être mieux. ce truc de syndrome de l'imposteur, c'est juste, franchement, il n'y a pas de... On est tous à pas savoir plein de trucs, quoi. On est tous à se sentir con au milieu Non d'une mais clairement, conversation. Et franchement, le seul truc, c'est de jamais avoir honte de ça, quoi. exactement. Bon bah sur cette belle morale, C'est pas- on va pouvoir J'aurais aimé de conclure. sortir une phrase toute faite, un peu comme disait, mais Bah là, non, j'en ai elle est pas, pas tu mal. vois. Non, 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 elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Bah, du coup, merci beaucoup Julia de nous avoir reçus dans vos Merci. locaux dans le centre parisien, ce petit appart où j'ai bu plus d'un coup avec vous et on s'est toujours bien amusé. Donc merci de nous avoir reçus et de nous avoir partagé un petit peu ton expérience. Merci. J'espère que vous avez adoré écouter ce podcast avec notre amie Julia et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!